Donc petit avertissement obligatoire de début de vidéo, je tiens à rappeler pour rester dans dans le règlement de YouTube, que cette vidéo n'est là que pour but de recherche et, euh, et d'information et qu'elle ne sert absolument pas à promouvoir des actes de violence, de cyberharcèlement, d'insultes ou de calomnie. Et que du coup je condamne évidemment tout acte de ce genre, ce qui me semblait évident, mais je tiens bon de le préciser parce que YouTube n'a pas l'air de l'avoir compris et a censuré 2 de mes vidéos, donc je le répète encore une fois. Bonjour à tous, alors je reviens avec une nouvelle vidéo parce que j'ai plein de nouvelles infos intéressantes et des choses nouvelles que j'ai trouvées aussi de mon côté, complètement par hasard et d'ailleurs trouvable nulle part ailleurs. Si vous n'avez pas encore vu mes vidéos sur l'histoire des sectes au pouvoir ou d'où vient la propagande, je vous propose vraiment d'aller les voir maintenant, je vous le conseille parce que il y a beaucoup de noms qui vont revenir et que j'ai déjà vu dans des vidéos précédentes. Donc la vidéo, je vous préviens, risque vraiment d'être un peu longue, mais restez, je vous promets, ça va en valoir la peine. Je vais parler ici de l'intérêt des services secrets historiques pour l'occultisme et les phénomènes paranormaux. Alors on a vu que les réseaux dont je parle dans mes dernières vidéos, ils comprennent énormément de hauts gradés et de gens très haut placés, comme par exemple le fondeur du temple de Seth, Michael Aquino, qui est un adepte de Aleister Crowley. Pour rappel, Aleister Crowley, c'était le principal, on va dire, apôtre du satanisme du XXe siècle, qui explique dans ses livres comment sacrifier des enfants. Voilà. Et donc Michael Aquino, qui était un haut gradé de la NSA, il va fonder ce temple avec LaVey, qui est donc un Américain d'ascendance franquiste. Et j'ai beaucoup à dire sur ces personnages. Je vous conseille d'ailleurs de rechercher par vous-même aussi, c'est très intéressant, il y a beaucoup d'infos, ne serait-ce que sur Wikipédia. Et Anton LaVey, par exemple, a été quand même assez impliqué dans des affaires bizarres, par exemple dans une tentative d'assassinat de Ted Kennedy. Et aussi beaucoup de rumeurs autour des réseaux de trafic d'êtres humains dont je parle dans la vidéo que je viens de ressortir la semaine dernière. Et ce qui est amusant aussi comme autre coïncidence, c'est que ce Anton LaVey, ça a été un conseiller du coup de Roman Polanski pour son film Rosemary's Baby, donc qui raconte l'histoire d'une femme enceinte qui est traquée par des satanistes. Et donc c'est vraiment très intéressant quand on connaît ce qui s'est passé après avec Roman Polanski, c'est-à-dire que sa femme elle-même qui était enceinte a été tuée dans la fameuse affaire qui a scandalisé le monde entier. Sa femme Sharon Tate, elle a été tuée alors qu'elle était enceinte justement dans un rituel satanique. Et ça bien des années après que le film soit sorti. Et d'ailleurs on connaît la réputation de Roman Polanski dans les affaires d'abus d'enfants, ça j'en ai déjà parlé aussi. Et donc ce Michael Aquino qui était ami avec Anton LaVey, ils ont ensemble fondé le temple de Seth, donc le temple sataniste américain. Lui, il était un expert dans la guerre psychologique et il a travaillé des années comme très haut gradé à la NSA, où il s'était spécialisé dans tout ce qui est guerre psychologique, donc avec des méthodes dont j'ai déjà parlé, qui ont été notamment établies par l'école de Francfort, mais aussi Edward Bernays, l'Institut Tavistock, Edward Bernays qui était le neveu de Freud, d'ailleurs dont le neveu d'Edward Bernays est un des fondateurs de Netflix au passage. Et tout cela était encore membre des mêmes sociétés secrètes, en l'occurrence ici précisément, quand on parle de Freud, de Bernays et de son neveu créateur de Netflix, ils sont tous au B'nai B'rith, qui est une société maçonnique juive. Mais alors qu'en est-il des services secrets? Et bah ici dans cette vidéo je vais utiliser presque exclusivement pour être le plus certain possible de ce que j'avance, je vais utiliser que des documents déclassifiés justement par ces agences de renseignement, notamment la CIA surtout. Et beaucoup sont au courant pour les projets comme MKUltra, dont je vais aussi parler d'ailleurs, qui est à la limite entre la psychologie et le paranormal, et qui vise par des traumatismes, notamment pendant l'enfance, à prendre le contrôle mental d'une personne. Il y a la chaîne d'Alexandre Le Breton qui en parle beaucoup aussi, je vous conseille d'aller la voir, il fait énormément de travail là-dessus. Mais pendant la guerre froide aussi, surtout avec la CIA et le KGB, avec l'aide de chercheurs très renommés, ces agences de renseignement et notamment la CIA vont entreprendre de vastes recherches très sérieuses sur les capacités parapsychiques, notamment les phénomènes de voyance et de voyage astral, pour pouvoir les utiliser pour des opérations militaires et de renseignement. Et donc on peut voir dans ce compte-rendu, par exemple, que j'ai trouvé là, que les études ont été concluantes. Ça c'est un compte-rendu du projet Gateway, qui a été un des premiers projets, qui associe de la méditation et aussi des sons binauraux, qui sont des sons particuliers qui affectent le cerveau, pour essayer de faire ce qu'on appelle des sorties de corps ou des voyages astraux pour être capable d'espionner. Et ça paraît complètement fou, mais ça a été concluant et ça a été une étude donc sur des bases scientifiques. Ça c'est un document déclassifié de la CIA fait par un chercheur. Et la CIA elle a d'ailleurs poursuivi ses études avec le projet un peu plus petit Stargate, où ils ont renouvelé ces expériences avec du personnel, notamment de l'armée et des services de renseignement. Et donc ça a été sans succès d'après les documents déclassifiés.
Mais je pense que sur ce genre d'expérience, si ça avait de toute façon fonctionné, il l'aurait peut-être pas non plus dit au grand public. Et donc derrière ce programme Stargate et le programme Gateway, on a plusieurs physiciens, tous de la même origine, entre guillemets, qui ont étudié notamment à la Stanford University, mais aussi un certain magicien, aussi entre guillemets, qui s'appelle Uri Geller, et qui semble mêler paranormal et fraude pour avoir l'argent et la célébrité, et ce qui ne l'a pas empêché non plus à de nombreuses reprises de faire la preuve de talents réellement surnaturels, malgré sa fraude régulière. Et dans ces études-là, il y a aussi deux physiciens, Russell Targ et Harold Puthoff, qui sont membres de l'église de la scientologie, étonnamment, et qui sont des doctorants très renommés. Et cette église de la scientologie elle a été fondée notamment par un adepte lui aussi d'Aleister Crowley et de Blavatsky, donc on tombe encore sur les mêmes réseaux. Et lui-même d'ailleurs, ce fondateur était membre de l'OTO, qui a été fondée d'ailleurs par Blavatsky, qui est une société encore une fois théosophique qui suit ce genre de pratiques occultes. Et ce personnage, il s'appelle L. Ron Hubbard, et il a été aussi impliqué dans de vastes scandales de fraude et d'espionnage, notamment l'affaire du scandale Snow White, que je vous conseille d'aller voir. Vous pouvez aller chercher ça sur Google, c'est intéressant aussi. Et c'est un ancien officier de l'US Navy aussi, et c'est un grand amateur de la psychologie, notamment de Freud. Et de plus, ces agences ont fait énormément de recherches aussi sur les phénomènes dits d'OVNI, c'est-à-dire des phénomènes d'objets volants non identifiés, ce qu'ils appellent en anglais UFO, qui sont pas vraiment déterminés, mais les gens parlent d'extraterrestres, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. On parle juste de phénomènes, que ce soit des lumières, des apparitions, des choses inexplicables par la météorologie et les sciences standards. Et d'ailleurs, il y a énormément de gens qui s'accordent à dire que ce ne sont pas non pas des phénomènes extraterrestres, mais des phénomènes paranormaux, c'est-à-dire de l'activité démoniaque par exemple. Et ça, c'est en général des hypothèses qui sont avancées par ces mêmes chercheurs justement qui étudient pour ces agences ces phénomènes-là. Et ils vont d'ailleurs systématiquement associer ces phénomènes à des lieux de culte antique, presque toujours. Et même d'ailleurs au témoignage de plusieurs exorcistes, qui semblent avoir démontré aussi que c'était une certaine activité démoniaque, qui se faisait passer pour autre chose. Et ça c'est surtout appuyé parce que en fait ces phénomènes, donc ces apparitions lumineuses qu'on a, reprennent quasi systématiquement des symbologies qu'on retrouve dans les livres de magie aussi, donc c'est une coïncidence assez étrange. Après cette longue mise en contexte, donc on arrive à ce que j'ai trouvé moi, de complètement nouveau et d'ailleurs assez incroyable. En parcourant quelques forums obscurs, je suis tombé sur de nombreux témoignages internationaux, enfin surtout en Europe occidentale, principalement en Angleterre et aux États-Unis. De nombreuses personnes qui ont été mises dans un programme d'éducation spéciale qui s'appelle GATE, G-A-T-E, qui est un acronyme pour Gifted and Talented Education, qui d'ailleurs est soi-disant un programme pour des enfants avec des capacités intellectuelles supérieures. Mais on notera le nom très similaire avec les projets Gateway et Stargate au passage. Et ça va être intéressant pour la suite. Parce que, en fait, on a énormément de témoignages qui se regroupent sur certains points. Tous les témoignages parlent par exemple de longues séances passées avec des casques sur les oreilles, avec des musiques étranges, et d'ailleurs tous se rappellent aussi avoir fait un certain jeu avec des cartes, où ils devaient deviner le symbole sur une carte face cachée. Et il y avait d'ailleurs 4 ou 5 symboles précis qui étaient une étoile, un carré, des vagues et une croix. Il y a autour de ça d'autres coïncidences très précises et étranges qui viennent s'ajouter. Je vous les mets dans la vidéo d'ailleurs, mais parmi celles-ci on retrouve notamment, du coup comme c'est un programme pour les enfants précoces notamment, un QI au-dessus de la moyenne, au-dessus de 130 surtout. Mais aussi un résus sanguin négatif, des expériences de mort imminente presque systématiquement par noyade pendant l'enfance, des yeux clairs, une bosse occipitale, c'est-à-dire une légère bosse à l'arrière du crâne, une naissance difficile, parfois traumatique, des migraines pendant l'enfance, et énormément de phénomènes paranormaux inexplicables pendant la vie. Et même d'ailleurs, encore plus précis, une petite amie juive avec une famille louche, c'est-à-dire qui comprend par exemple des hauts gradés dans la police, les renseignements ou l'armée. Mais aussi des expérimentations avec des drogues hallucinogènes. Et tous semblent être des hommes aînés de leur famille, nés entre 1985 et 1999. Et semblent tous d'ailleurs avoir mystérieusement oublié une partie des détails du programme, notamment certains moments et surtout les visages de leurs superviseurs. Et on peut peut-être y voir du biais de confirmation, mais je pense qu'on peut imaginer que la probabilité pour qu'un nombre de personnes avec des témoignages identiques se retrouvent avec exactement ces mêmes caractéristiques est quand même assez faible.
À partir de ça, j'ai donc décidé de rechercher plus loin par moi-même, et j'ai d'abord essayé de retrouver le fameux jeu de cartes qui était utilisé pour savoir qu'est-ce que c'était, si d'autres personnes avaient entendu parler. Et j'ai retrouvé en fait, avec quelques mots-clés, et en fait ça s'appelle ESP Training, donc c'est un jeu de cartes en fait, qui est un espèce d'entraînement aussi qui sert à évaluer les capacités extrasensorielles, c'est-à-dire grosso modo les capacités de voyance, de prédiction surnaturelle d'un événement futur. Et quant au casque, il passait une version en fait modifiée, encore une fois, de sons binauraux de musique. C'est encore une fois ce qu'on retrouvait dans le projet Gateway et aussi dans le projet Stargate. Et ça pendant des heures. Et donc les sons binauraux, c'est des sons qui ont des effets sur le fonctionnement du cerveau, qui ont été grandement étudiés par des psychologues, notamment pour leurs effets sur la synchronisation des hémisphères. Et j'ai donc voulu en savoir plus sur ce jeu de cartes, servant pour donc tester l'ESP. Et j'ai donc fait une recherche tout simplement sur YouTube, et j'ai trouvé une vidéo très courte intitulée ESP Training, sur une petite chaîne très étrange intitulée Robert Eagle. Et dans cette vidéo, il explique comment justement réaliser sur des gens un test d'ESP. Mais sur la chaîne, il y a aussi d'autres vidéos, et notamment, coïncidence encore plus étonnante, un test sur 2 chiens et un enfant, justement avec différents sons, mais surtout avec des sons binauraux. C'est-à-dire qu'il observe leur comportement en leur passant justement des sons binauraux. Il y a aussi sur la chaîne une vidéo d'un entretien avec un enfant, ce qui ressemble étonnamment à un test psychologique. Sur la chaîne, on retrouve aussi une espèce de vidéo extrêmement bizarre avec un dessin animé d'OVNI en tout genre. Mais surtout, c'est là le plus bizarre, la chaîne compte des centaines de vidéos encore plus étranges, et il s'agit en fait de tutoriels pour Candy Crush, il y en a des centaines vraiment, avec une figure bizarre en 3D d'une danseuse sur la gauche. Et sur les 3 derniers tutoriels, on peut entendre un fond sonore très étrange. Ça semble être en fait tout simplement des écoutes d'une réunion avec un micro caché. Et donc du coup j'ai décidé d'isoler et d'améliorer autant que possible l'audio de ces vidéos, et on peut en entendre une grande partie d'ailleurs. L'homme du coup qui a enregistré semble faire partie d'une agence de renseignement, encore une fois. Il parle notamment de ses études avec le FBI ou dans la police sur la psychologie criminelle au début de sa carrière, et il explique comment depuis il a voyagé dans le monde entier pour étudier des sites de fouilles archéologiques antiques et des phénomènes paranormaux qui y ont lieu. Et il mentionne d'ailleurs un certain Epstein qui ferait des voyages en Australie et en France, et donc même si Epstein est un nom assez courant, l'Epstein de l'affaire Epstein voyageait aussi énormément dans ces 2 pays. Et rarement dans d'autres d'ailleurs, ce qui est d'autant plus étonnant car la vidéo date d'il y a 6 ans, soit bien avant du coup le scandale et le suicide de Epstein, et que celui-ci d'ailleurs était connu pour être passionné d'occultisme, comme le démontre en fait le temple sur son île de Little St. James. Et d'ailleurs son lien avec les services de renseignement est plus que prouvé, que ce soit le Mossad ou la CIA. Son bras droit notamment, Ghislaine Maxwell, était littéralement la fille d'un des plus hauts agents du Mossad. Et donc dans cet enregistrement, l'homme va décrire notamment ses visites sur des sites archéologiques, notamment un cimetière antique en Inde, mais aussi un cimetière amérindien aux États-Unis, où il raconte comment il a été extrêmement surpris par un de ses associés, un homme avec des capacités de voyance, qui a été capable de donner énormément de détails sur le site de fouilles, que ni lui ni les archéologues ne pouvaient encore savoir, et qui permirent par la suite de faire d'importantes découvertes. Et donc c'est intéressant parce que dans l'histoire, on a des cas extrêmement similaires en fait, qui sont connus du grand public. On a notamment Arthur Flowerdew, qui a donné des infos extrêmement précises pour guider les fouilles à la cité antique de Petra, qui disait avoir des souvenirs très précis, et qui du coup a d'ailleurs prédit énormément de découvertes qui allaient se faire sur ce site-là. Des bâtiments précis, avec des fonctions précises, entre autres. Mais on a aussi des médiums qui ont réussi pour l'armée, par exemple, à localiser des avions ou des missiles perdus en territoire ennemi. Et ça, c'est des faits avérés qui ont été reconnus d'ailleurs, même par le président Carter. Et par des recherches parallèles, j'ai au final compris que depuis longtemps, ces institutions, entièrement d'ailleurs aux mains de franquistes, semblent rechercher certaines lignées génétiques. Et d'ailleurs, les directeurs de toutes les grandes sociétés de tests génétiques, comme 23andMe, et MyHeritage sont détenus par des franquistes, encore une fois, MyHeritage appartenant à un Israélien proche du milieu politique, et 23andMe appartenant à la sœur de la présidente de YouTube, qui a été impliquée dans l'affaire Epstein d'ailleurs. Cette fondatrice du coup de 23andMe, elle est mariée avec un des fondateurs de Google.
Donc on voit vraiment, encore une fois, cette espèce de réseautage. Et ces familles qui partagent tous une certaine origine cherchent donc certaines lignées possédant parfois les mêmes capacités extrasensorielles, qui seraient, selon certaines études sur le sujet, d'ailleurs des descendants des 10 tribus d'Israël, qui auraient migré et se seraient mêlés aux Scythiens. Et les Scythiens, aussi appelés Anciens Ariens, ce serait en fait une peuplade au nord de l'Empire babylonien juste après sa chute, et qui ont été les principaux colonisateurs de l'Europe, avec différentes vagues en fait. Et ça semble de plus en plus d'ailleurs être démontré par des études génétiques sur le sujet, c'est-à-dire qu'on est capable de retrouver et de retracer en fait par les noms des tribus et des différents clans et des différentes familles ces noms des tribus d'Israël vers les Scythiens justement à l'époque de cette perte des 10 tribus, et on est capable aujourd'hui justement de retracer toutes les migrations européennes qui ont lieu en 3 vagues, donc d'abord méditerranéennes mais aussi celtiques puis germaniques, à ces peuples scythiens justement qui étaient établis autour du Caucase, d'où le nom d'ailleurs caucasien pour décrire les Européens. Et la plupart de ces lignées vont d'ailleurs ensuite constituer la future noblesse. D'ailleurs il y a beaucoup de... Ça on entre dans le côté des légendes, mais il y a beaucoup de gens qui prétendent d'ailleurs que Charlemagne et les rois de France seraient des descendants de David. Et donc la plupart de ces lignées semblent avoir constitué en grande partie la noblesse aussi, d'où l'infiltration systématique de ces lignées par des franquistes, notamment par le mariage, à partir du XVIIIe siècle. Et d'ailleurs, on retrouve systématiquement des gens partageant ces deux ascendances avec les grandes familles des élites mondiales, comme toutes celles qu'on peut retrouver dans le club Bilderberg. Je vous conseille d'aller voir d'ailleurs sur la page, il y a une liste de toutes les personnes, c'est très intéressant de retracer notamment leurs actions dans le monde, mais aussi leurs ancêtres. Et donc ils chercheraient maintenant les lignées, on va dire, moins importantes, un peu perdues au sein de la population générale, pour les rallier à leur cause ou les surveiller étroitement. Et d'ailleurs, il y a de nombreuses prophéties qui parlent d'ailleurs d'une réémergence de ces fameuses tribus vers la fin des temps, et c'est même décrit dans l'Apocalypse de Saint Jean. Alors tout ça semble complètement fou, mais après avoir réellement plongé dans ces recherches et remarqué l'intérêt que des figures aussi sérieuses que des États et des services de renseignement qui se disent rationnels ont donné à de tels phénomènes, je doute absolument pas de la part de surnaturel à l'œuvre dans tout ça. Surtout que la plupart des acteurs ne savent pas, ou très peu d'ailleurs, à quoi ils prennent part, peu importe le camp dans lequel ils se trouvent d'ailleurs. Et ça expliquerait aussi énormément le succès par exemple du catholicisme en Occident, dont la promesse a été faite à Abraham et à ses descendants avant tous les autres. Voilà, c'est à peu près tout ici. Je vais vous laisser du coup par la suite les audios, les fameux audios que j'ai récupérés et que j'ai isolés. Je les laisse là pour vous à la fin de cette vidéo. D'ailleurs, j'en appelle à toute personne qui entendrait dans ces enregistrements quelque chose que je n'aurais peut-être pas entendu parce que c'est quand même difficile d'entendre tout ça et que j'ai pas une audition fantastique. Je vous invite fortement aussi à me dire si vous entendez des choses que j'ai pas entendues, voilà. Et après aussi, si une âme charitable se sentait de créer des sous-titres en anglais à cette vidéo, je lui serais extrêmement reconnaissant. Sinon, peut-être que je m'y attellerai un jour où j'aurai plus de temps. Bonne semaine à tous. You want to come visit our house? I think I'm more an old burial ground, or possibly it was during Al Capone during, they want to do us to do the Geraldo Rivera thing here. Come spend the night in our garage, sleep on our, on our garage floor. I'll put a, switch it on every on my probably Emirates in the morning. I'm going to swing on our swing floor. So yeah, we kind of qualify. People that got really good anecdotal stories. George Shattered, Clyde Davis, the place that was incredible public. And we have listeners, a lot of viewers to our show all the way as far as India that visit here in the summer, that have seen the show here, Japan, Australia, Europe. So something that would appeal to people. In a few, several weeks, Peter, we're moving into one of my favorite months, October, when we get that Halloween feel, and we lead up to Halloween, of course, with some stories about ghosts, poltergeists, and things like that. And I have found that people around just love it. Have you found that? Yeah, you know what? It's kind of like you go shopping in the stores around here now. I'm a big model creator, so to speak. I'm building 13, and I have been on some famous movies that we use at this point with Comic Cons and Fan Expos. And I was just in an hobby store, and even places like Walmart, and it's like, wow, look at all the Halloween decorations. It's like Christmas time.
Frankenstein. The Aurora models of the vampire, Dracula, Frankenstein, the creature from the Black Lagoon. Was that before you? It was right there, George, because I had those. In fact, you remember those bands that light up at night? Yeah. They would go in the dark and I'd be terrified as a kid. I put this thing together, and then I'd see this bloody head glowing in the dark, and I'd be screaming, run, 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 stuff going around. And then she'd come in, yeah, schmuck. Earthquake started, and the geologists went there and looked at the volcano. They realized when they saw the deposits, it didn't go very often, but it went big when it went. And so, after about 2 months of precursory activity, they could see that every new step in the development sequence was bigger than the last one. And by about the 12th of June 1991, they recommended that the airport evacuate Clark Air Force Base, and it turned out, fortunately for the USPS, the big eruption happened 2 days later. We always have the concern that we'll advise people to evacuate, they'll evacuate, nothing will happen, and then they will lose credibility and they'll move back, and something bad will happen after they move back. But volcanoes are never predictable. Well, let me ask you, I mean, do you have forewarning at all? I mean, do you know definitively, even within an hour, it's going to blow? Not usually within an hour. I mean, it happens in the repeatable patterns. For example, when there was after the big eruption in 1980 at Mount St. Helens, there was a lava dome that grew in the crater over a period of about 6 years, and it grew sort of episodically. So there would be no growth for a period of several months, and then it would start to grow again for a period of 2 weeks, and then stop. And we would be able to see from the pattern of cracks to the crater around the lava dome that it's close to erupting again. We would actually be able to forecast within about 24 hours when the next eruption would start. But the thing about that was that these were very repeatable events, so we can see the pattern. And in many cases, what we're trying to forecast is a large climactic eruption we haven't seen an eruption like that yet, so we're trying to see a pattern where there's no pattern that's established itself yet. But of course we know that most volcanoes will produce earthquakes before they erupt, and in most cases those earthquakes will go on for days or sometimes weeks if it's a volcano that hasn't erupted in a while. We need to spend some time cracking the rock to allow the magma to become the surface before it actually erupts. So Stephen, Scranton, Pennsylvania. Stephen, thanks for calling. Go ahead. Hi, yeah. I heard about this a long time ago, and I've been trying to tell people about it, and I heard that it's We'll be sure when we have a cycle on this program, and they make just claims in the future, short or long term. My webmaster documents all of it, and when they come back, I know what they've got. I know if they have hits or not. And we look at that based on their accuracy. We've had some that have been very, very good. We've had some that have been clunkers, and they don't come back anymore. You know what, George? I applied what you do 1,000%. Because what we've done, and it's kind of interesting, just to make it a long story short, we have a fellow that comes on. He's originally from New York City. He's been transplanted in this area. He's been in the area maybe about 12 years. And this fellow's got a really neat story where he's in his 60s and he died of a massive heart attack. And while in the ER, they brought him back to life, and ever since then he can see stuff. And we brought him, George had brought him to a place that he has no idea what we're even looking at or investigating, that have historical connotations, like i.e. British soldiers in a British cemetery built on an old Native American burial ground. He has no idea that these things exist. I bring him there, basically, I brought him to a double-blind area where I didn't know area, and he was running around like a little kid on Christmas morning with candy, excited.
I'm sitting there watching this guy, and he comes back and he'll tell me stuff. And I'm thinking, how the hell would you possibly have known? There's no way you could have known. In your career, what's that one story that has really stood out? The one that you will never forget, the unusual one. You know what's the most unusual one? And my background is, well, and I teach a lot